Chers étudiants, bonjour à toutes, ou plutôt rebonjour à toutes et rebonjour à tous. Troisième partie de notre cours sur l'Europe au XIXe siècle, et plus précisément 1815, ce tableau de l'Europe au moment du congrès de Vienne, pour ce premier des 12 cours de cette histoire de l'Europe au XIXe siècle. Alors cette troisième et dernière partie va être consacrée aux limites de la restauration de l'œuvre du Congrès de Vienne. Je vous montre ici le plan. Dans un premier temps, je vais vous évoquer le fait que nous avons affaire à un compromis. Dans un deuxième temps, je vous montrerai qu'il y a des menaces qui pèsent sur cette œuvre du Congrès de Vienne. Et dans un troisième temps, je vous évoquerai les garanties, les moyens qu'ont trouvé les pays alliés, les grandes puissances, pour limiter justement les risques. Alors, premier temps, un compromis entre l'Ancien Régime et l'époque révolutionnaire. J'ai commencé à vous le dire, mais on va remettre ici les choses en place. Eh bien, il y a un certain nombre de problèmes qui ont nécessité un compromis. Parce que dans la majeure partie de l'Europe de l'Est, de l'Europe centrale, de l'Europe médiane et de l'Europe du Sud, l'influence de la Russie, l'influence de la Prusse, l'influence de l'Autriche est absolument prépondérante. Donc je dirais, c'est plus facile à procéder à cette fameuse restauration de l'ordre ancien, d'autant plus qu'également, deuxième élément cumulé, les hiérarchies traditionnelles y sont beaucoup plus puissantes. L'aristocratie y domine ainsi des masses paysannes nombreuses et généralement soumises, cependant que les bourgeoisies restent encore très peu nombreuses, très peu, je dirais, développées, et qu'elles ne sont pas, sauf exception, associées dans cette partie de l'Europe au pouvoir. Le maintien ou le rétablissement de l'absolutisme ne pose donc guère ici de problème. Ce sont surtout dans les États de l'Europe du Nord-Ouest, j'entends par là les Pays-Bas, j'entends par là la Norvège, la Suède, où les bourgeoisies sont en plein essor, que l'on va s'engager le plus nettement dans une voie libérale. Et puis, il y a le cas très particulier, bien sûr, de la France, où des compromis s'imposent. On ne peut pas, en effet, ici, faire table rase des 25 années de la période de la Révolution, du Consulat et de l'Empire, entre 1789 d'une part, entre 1814-1815 de l'autre. Et Louis XVIII, excusez-moi, l'a bien compris dès sa première restauration, en juin 1814, un roi de France et de Navarre, qui va imposer en fait une charte qu'il maintiendra après l'épisode des 100 jours. Alors, plusieurs termes et aspects de cette charte, on va le voir, sont franchement réactionnaires et nous font nous tourner, lorsqu'on l'analyse, vers l'Ancien Régime. Mais d'autres éléments, tout aussi importants, voire plus importants encore, nous montrent que le roi Louis XVIII a été contraint de tenir compte de ce qui s'est passé sous la Révolution, le Consulat et l'Empire. Et donc c'est une France beaucoup plus moderne d'un point de vue politique et social et religieux, qui accouche, je dirais, de la Restauration, qu'elle ne l'était, cette France, en 1789. Alors abordons pour commencer les aspects réactionnaires. Le terme lui-même de charte vient tout droit du Moyen Âge et en fait il rappelle que l'on octroyait, et lorsque l'on octroie quelque chose, c'est que l'on accorde gracieusement en s'autorisant le droit de le supprimer soi-même quand on ne le veut plus. Un texte a ses sujets, un petit peu comme le seigneur accordait une charte aux citadins ou bien aux paysans qui étaient sous sa domination au Moyen Âge. Par ailleurs, cette charte condamne dans son préambule, je la cite, les funestes écarts des 25 dernières années. Funestes écarts pour qualifier la Révolution, le Consulat et l'Empire.
Et puis, cette charte réaffirme également l'origine divine du pouvoir royal. En d'autres termes, le roi est placé sur le trône par Dieu directement. Il est son lieutenant de Dieu. Il est le lieutenant de Dieu sur terre. Cette charte refait d'ailleurs de la religion catholique une religion d'État assortie de privilèges comme elle l'était avant 1789. Mais, et c'est la contrepartie, cette charte tient compte de la révolution du consulat et de l'Empire, puisque désormais, nous avons affaire à un texte constitutionnel. Ça n'est pas une constitution, hein, c'est moins qu'une constitution, mais c'est beaucoup plus que les simples lois fondamentales du royaume de 1789. Nous avons ici une charte constitutionnelle qui, par exemple, et c'est fondamental, reconnaît et garantit les grands acquis de la Révolution, comme la liberté individuelle, la liberté d'opinion, la liberté de presse, la liberté de culte. Oui, la religion catholique est religion d'État, mais dans la France de 1814-1815, on peut sans être persécuté, être protestant ou être juif, et même pratiquer son culte. Elle reconnaît également, cette charte constitutionnelle, l'égalité de tous les sujets devant la loi. Elle reconnaît le droit de pétition et elle reconnaît également le vote des lois par deux assemblées parlementaires, système qui n'existait pas avant la Révolution française. Vous allez avoir en France, à partir de 1814, une chambre des pairs, une chambre haute, et une chambre des députés des représentants, une chambre des députés des départements. Donc ces deux assemblées, chambre des pairs et chambre des députés des départements, qui ressemblent un petit peu, si vous voulez, au système britannique, mixte, bicaméral, de la chambre des lords d'une part et de la chambre des communes de l'autre. Alors, deuxième temps, sur cette œuvre que je viens de vous décrire, pèse un certain nombre de menaces. Et d'abord, tout le monde ne se rallie pas à l'ordre du Congrès de Vienne. Les contestations sont même, je dirais, extrêmement nombreuses. Vous avez les libéraux, vous avez les démocrates, que nous allons bientôt voir en détail dans un cours que je consacrerai, ce sera le cours numéro 4 à l'histoire politique, eh bien, qui dénonce le retour, même s'il est partiel, hein, je vous l'ai dit, à l'ancien régime. Ce retour s'accomplit très vite au lendemain de l'acte final du Congrès de Vienne et choque beaucoup ces libéraux et ces démocrates. Nous verrons d'ailleurs comment ils réagissent. Hein. Mais de leur côté, et à l'opposé, des royalistes extrêmes ne sont pas davantage satisfaits par cet ordre de Vienne, car ils jugent la réaction, ils auraient voulu aller beaucoup plus loin hein, dans le retour à l'ancien régime, ils jugent la réaction extrêmement insuffisante. Ils sont, je dirais, plus contre-révolutionnaires que leurs souverains, et ils commencent à être appelés en France ultra-royalistes, c'est-à-dire, l'expression est restée, plus royaliste en fait que le roi lui-même. C'est justement en France que les contestations sont les plus vives. La plupart des Français, en effet, se sentent littéralement humiliés par le Congrès de Vienne. Il faut dire que, je vous le disais tout à l'heure, hein, le retour des 100 jours a aggravé encore la situation du pays, qui a été ramené carrément en 1815, en juin 1815, à ses frontières anté-révolutionnaires, c'est-à-dire à ses frontières de 1790. On a guère conservé d'au-delà 1790 que l'Avignon, hein, le comte Avenassin et Mulhouse, et c'est à peu près tout. Hein. En outre, eh bien, la France va devoir verser une indemnité de guerre extrêmement lourde, et on l'oublie aujourd'hui parce que nous avons eu d'autres occupations. On a eu l'occupation de 1870, on a une partie du territoire français occupé pendant la guerre de 14-18, et bien évidemment, nous avons eu les 4 années d'occupation de la guerre 39-45, hein, de 40 à 44, hein, qui ont très lourdement pesé, mais en 1815, la France est occupée très durement jusqu'à l'acquittement en fait de cette indemnité de guerre très lourde. Et bien évidemment, les Français se sentent humiliés, ils sont dominés économiquement et
Et tout ça ne peut leur convenir. Et puis en France, mais également à l'étranger, en particulier dans les pays brimés que nous avions vus sur la carte que je vous ai présentée dans le Grand 2, eh bien des sentiments nationaux commencent à émerger à travers toute l'Europe. Lors de l'occupation française, un patriotisme populaire était apparu contre les Français, justement. Les Français en avaient joué de façon très ambiguë, mais ils en avaient joué, il faut dire, à leurs dépens. On pense ici à l'Espagne. Hein. L'Espagne avait suscité une guerre d'indépendance, bien évidemment, pendant la domination française. On pense à l'Allemagne. On pense au Tyrol autrichien, on pense à la Hollande, on pense bien évidemment, lors de la campagne de Russie, au sentiment national russe qu'a agité le tsar Alexandre et son entourage. Indirectement, eh bien, le congrès de Vienne va renforcer et va même étendre ce sentiment national, car je vous le disais, ce congrès de Vienne ne tient absolument pas compte du sentiment des peuples, du droit que certains peuples considèrent avoir de disposer d'eux-mêmes. Alors, troisième et dernier point, bien évidemment, les souverains alliés, les souverains vainqueurs au Congrès de Vienne savent tout cela, ils s'en rendent compte, hein, et ils vont, pour garantir le nouvel ordre international, prendre des garanties, essayer de trouver des moyens. C'est ce que j'aborde dans la dernière sous-partie de ce cours, et je vous remontre ici une dernière fois le plan. Donc, pour éviter, si vous voulez, que l'Europe ne se déchire de nouveau, eh bien, ils vont agir. Et le premier à avoir une idée d'organisation, eh bien, c'est le tsar Alexandre Ier, qui va proposer à ses alliés ce qu'il qualifie lui-même de sainte alliance. Il est extrêmement croyant, il est fervent orthodoxe. Dans son entourage, dans son premier cercle, il y a une femme très pieuse qui s'appelle Madame de Krüdener, qui agit un petit peu sur lui comme une égérie, hein, et je ne dis pas que c'est la seule à l'avoir poussé à faire ça, mais elle joue un rôle indéniablement dans l'adoption de cette Sainte Alliance. En vertu de cette Sainte Alliance, les signataires, comme le veut le tsar, s'engageront à prendre pour précepte les principes chrétiens. Ils se prêteront assistance en toutes circonstances. Alors ce texte est finalement signé, le traité de la Sainte Alliance, le 26 septembre 1815 à Paris, où les Alliés sont encore réunis en tant qu'occupants de la capitale du pays vaincu. Signe ce traité de la Sainte Alliance le tsar, orthodoxe, l'empereur d'Autriche, catholique, et le roi de Prusse, luthérien. Donc vous voyez, vous avez trois familles, je dirais, chrétiennes représentées. Il reste ce traité de la Sainte Alliance ouvert à tous les souverains qui se reconnaissent dans ces principes. Alors vous avez constaté à l'énumération que je viens de vous faire qu'il manque quelqu'un, il manque un pays. Ce pays, c'est l'Angleterre. L'Angleterre refuse de signer le texte. Pourquoi ? Parce que l'Angleterre, il y a plusieurs raisons à cela, mais l'Angleterre est extrêmement pragmatique. C'est une constante en fait du cours que je vais vous faire à la suite. L'Angleterre, qui est à la pointe, qui domine l'Europe au XIXe siècle, se caractérise par un très grand pragmatisme dans tous les domaines. Domaine politique, domaine économique, domaine social, mais également domaine diplomatique. Et elle estime déjà qu'on ne peut plus faire reposer, je dirais, la diplomatie internationale, la géopolitique, sur des principes religieux, comme le veut le tsar. Et puis surtout, elle voit bien cette Angleterre que s'enfermer dans de tels principes et dans une telle sainte alliance est extrêmement risqué, justement, pour le maintien de l'ordre. Il y a un pragmatisme, il y a un utilitarisme, je dirais, de ces Britanniques. On reviendra sur ces notions dans les cours qui suivront. Et l'Angleterre, la Grande-Bretagne, préférera en fait un texte de caractère plus pratique, qui lui ressemble davantage, qui est le texte de la quadruple alliance, c'est-à-dire un pacte à quatre, réunissant les grands vainqueurs de Napoléon, c'est-à-dire l'Angleterre, l'Autriche, la Prusse et la Russie. Ce pacte à quatre sera signé quelques semaines après le traité de la Sainte Alliance, là aussi à Paris, le 20 novembre 1815.
Et le but de ce pacte à quatre, de ce traité de la quadruple alliance, est très nettement de s'assurer que la France n'agitera plus l'Europe. Mais la quadruple alliance ne se réduit pas à la surveillance de la France, puisque les signataires s'engagent à se concerter en cas de trouble et plus largement à organiser des congrès pour assurer, je cite, le repos et la prospérité des peuples d'Europe. Naît à partir de ce moment-là ce qu'il est convenu d'appeler, même s'il ne regroupe pas toutes les puissances européennes, le concert européen. Le concert européen, c'est une notion diplomatique tout à fait fondamentale pour la période, et il succède, il s'oppose, il s'inscrit contre lui, il s'oppose eh bien, à la domination, la toute-puissance, l'hégémonie en fait d'une seule puissance, en l'occurrence l'Empire napoléonien, en l'occurrence la France. Alors, dernier point, si vous voulez, ça serait la troisième tête de paragraphe à l'intérieur de cette troisième sous-partie, qui elle-même fait partie d'une troisième grande partie. J'essaie d'être assez rationnel pour que vous puissiez vous repérer, mais là, ça correspond parfaitement. Ce n'est pas un artifice, je dirais, pédagogique. Metternich, il a une idée. Metternich, vous vous souvenez, c'est le ministre des Affaires étrangères, le principal ministre, le chef de gouvernement de l'Empire d'Autriche. Eh bien, c'est d'élaborer un système de défense de ce nouvel ordre international qui soit beaucoup plus efficace, qui soit beaucoup plus efficient, système qu'il entend dominer, il entend tirer les ficelles, et de ce fait, eh bien, Metternich, très habile, on le verra dans les cours qui viendront, dominera la diplomatie européenne de 1815 jusqu'à sa chute en 1848. Metternich est l'un des grands personnages de votre programme du 19e siècle, comme peut l'être, si vous voulez, un Bismarck, que je vous évoquerai également beaucoup dans les cours qui viendront. Alors Metternich impose en particulier une notion extrêmement moderne, qui est le droit d'intervention dans les affaires internes d'un État, ce que nous appellerions aujourd'hui, si vous voulez, le droit d'ingérence. L'ONU exerce son droit d'ingérence lorsqu'il estime qu'une population est maltraitée par son chef d'État, ceux qui la dominent, ou lorsqu'il y a une intrusion étrangère d'un pays dans un autre, eh bien, droit d'ingérence pour protéger, au nom de l'humanité, le pays en question. Alors là, il ne s'agit pas du tout d'humanité, il s'agit de préserver l'ordre du Congrès de Vienne, et encore une fois, par ce droit d'intervention que Metternich impose, et dont on va, vous allez le voir, reparler à l'occasion de notre séance suivante, puisque, pour terminer en fait ce cours et cette troisième vidéo du premier cours, je vous donne en fait les deux cours suivants. Il va s'agir de deux cours de relations internationales, de diplomatie, consacrés à l'ensemble du 19e siècle, que j'ai séparés autour d'une césure qui est pertinente, qui est celle de 1870-1871, qui fait passer l'Europe, on va le voir, d'une forme d'hégémonie à une autre. Et on peut considérer qu'en 1870-1871, on quitte en fait cette Europe du Congrès de Vienne. Donc il y aura en cours numéro 2 un cours qui va être consacré à 1815, 1870, 1871 pour voir comment cette Europe du Congrès de Vienne vit, s'épanouit, mais est contestée de plus en plus, et comment de 1871 à 1914, eh bien, c'est une autre Europe qui émerge et qui s'épanouit.